Frostgrave, on en est à la 2e édition, c'est édité chez Osprey Games et c'est disponible en français grâce à Studio Tomahawk. Donc là, on a un livre en dur, c'est la 2e édition, donc second volume, second ouvrage, qui va être d'un peu meilleure qualité, avec de belles illustrations, des explications de règles un peu plus poussées, notamment des schémas, des choses comme ça. Et ça va être... C'est plus une remise à plat, un lissage du système de jeu qu'une vraie 2e édition. Mais ça permet d'avoir un jeu qui est hyper stable, qui est super chouette, et qui va être mieux équilibré, tout en restant parfaitement compatible avec toutes les extensions précédemment sorties. Parce que des extensions, il y en a un paquet, et je les ai même pas toutes. Frostgrave, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on vous propose d'aller à Felstadt, une ville qui est ensevelie dans la glace, enfin prisonnière des glaces depuis de nombreuses années, suite à un cataclysme magique. Pourquoi aller à Felstadt? Parce que la glace est en train de fondre, et comme c'était une ville où se réunissaient tous les magiciens qui faisaient des expérimentations, des découvertes, des choses comme ça, il y a sûrement beaucoup de trésors magiques à aller récupérer. C'est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique dans lequel on vous propose de jouer une bande de figurines, ça va être 10 figurines, où vous allez explorer, interagir pas mal avec le décor, avoir des tableaux d'événements, des rencontres aléatoires avec plusieurs types de monstres qui peuvent arriver sur le terrain, et le but va être le plus souvent de récupérer des trésors afin d'augmenter votre butin pour améliorer votre mage. Oui, parce que c'est un jeu, Frostgrave, dans lequel vous allez jouer en fait un mage, son éventuel apprenti, il n'est pas obligatoire, et les hommes de main qu'il recrute pour l'aider dans sa quête. En fait, on va avoir un petit côté jeu de rôle dans la création de notre mage, et c'est le seul personnage qui va évoluer, son apprenti étant juste une version un peu moins bien de lui-même, et ensuite les autres personnages ne vont pas évoluer vraiment, on va pouvoir mieux les équiper, on va pouvoir leur apporter des bonus, etc. Mais il n'y a vraiment que le mage qui va évoluer dans le sens campagne, expérience, etc. Alors, le petit mystère qui entoure Frostgrave pour moi, c'est que c'est un des premiers jeux de cette grande vague de jeux agnostiques dans l'univers fantastique, parce qu'en historique ça existe depuis très longtemps en fait. Mais est-ce que c'est parce que c'est édité par Osprey, disponible en français par Studio Tomahawk, qui sont déjà des éditeurs qui ont l'habitude en fait de permettre d'utiliser n'importe quelle gamme de figurines ou quoi. Mais en fait, Frostgrave, tout le monde s'est mis au jeu en se disant c'est cool, on peut utiliser ce qu'on veut comme figurine. Mais en fait, à aucun moment dans les règles, on vous autorise à faire ça. Surtout qu'il existe une gamme de figurines officielles Frostgrave. Alors quand le jeu est sorti, la gamme était très peu développée. Elle s'est beaucoup développée par la suite suite au succès du jeu. Le truc, c'est qu'il y a plein d'archétypes de personnages, il y a plein de monstres errants, de monstres très génériques parfois, notamment dans le livre de base, mais vous allez avoir des monstres hyper caractéristiques par rapport aux différents suppléments qui sont sortis. Et tout ça, ça existe en figurine. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, Frostgrave a encore cette aura de jeu agnostique en mode on utilise les figurines qu'on veut? Honnêtement, je sais pas. Je pense, ma théorie, c'est parce que quand le jeu est sorti, il y avait pas, tout n'était pas disponible, et surtout, les photos officielles des parties qui sont dans le livre de règles de la première édition utilisent des figurines de plusieurs marques à la fois. Je pense que c'est quelque chose qui a aussi entretenu l'imaginaire et permis cette idée qu'on pouvait jouer avec ce qu'on voulait comme figurine. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, qui vous empêche de jouer avec ce que vous voulez comme figurine? Même Warhammer 40 000 et compagnie, hein, les plus gros jeux où il y a des figurines très spécifiques, etc. En fait, vous pouvez jouer avec ce que vous voulez. On peut faire ce qu'on appelle du proxy. Mais est-ce qu'aller chercher une figurine dans une autre gamme parce qu'elle vous plaît plus, est-ce que c'est un proxy et tout? Ce sont des questions qu'on se pose souvent
dans les lives du lundi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir me suivre dans les lives du lundi. Ça commence à 20h30 tous les lundis sur cette même chaîne. Mais on va explorer un petit peu plus en détail Frostgrave, qui est un jeu que j'aime énormément, qui est peut-être mon premier jeu agnostique en fait, qui est le premier qui m'a permis de mettre des mots sur des envies que j'avais. Voilà. C'est-à-dire que avant Frostgrave, en jeu de figurines, moi je venais de Games Workshop. J'ai commencé avec Warhammer Battle, Warhammer 40 000, j'ai fait du Gorka Morka, j'ai commencé à faire du Necromunda, l'ancien, pas la version de 2017. Puis j'ai joué à War Machine, puis j'ai joué à Eden, alors des jeux où voilà, c'est très codé, j'ai envie de dire. Les figurines, pour jouer tel profil, il faut telle figurine, point. J'ai joué à Confrontation, pareil, les figurines sont tellement marquées en termes d'esthétique que tu peux pas les chercher dans une autre gamme. Et quand je suis arrivé sur Frostgrave, ça répondait à des envies que j'avais déjà, des envies qui venaient un peu du jeu de rôle, cette envie de bestiaire universel, cette envie de PNJ, de choses comme ça. En fait, Frostgrave y a répondu très rapidement parce que Frostgrave, sous couvert de bandes de mages qui s'affrontent, en fait c'est un jeu qui est super narratif, qui est pas très complexe en termes de règles, et du coup on peut vraiment aller très loin. Et est-ce qu'il invite à utiliser n'importe quelle gamme de figurines ? J'en suis pas sûr. Je pense que l'éditeur il préférait qu'on achète les figurines officielles. Mais c'est un jeu qui a fait sa renommée parce qu'en fait, on joue des archétypes de figurines que tout le monde ou presque a chez soi. Et c'est très facile de recycler ce qu'on a déjà. Si vous êtes un joueur Warhammer, vous allez pouvoir faire votre bande en piochant juste des figurines dans ce que vous avez. Et pareil, c'est à la fois le reproche qu'on peut lui faire et en même temps sa force. Il n'y a pas de faction. Donc il n'y a pas de peuple, de race, de choses comme ça. Et en même temps, l'univers est quand même très particulier. Hein. On est dans une ville de magiciens enfermés dans la glace alors que la glace est en train de fondre. Donc il y a des morts-vivants qui sortent, morts-vivants de glace. Il y a beaucoup de monstres de glace. Hein. Vous allez avoir le léopard des neiges, vous allez avoir l'araignée des glaces, le géant de glace, voilà, des trucs comme ça. Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui jouent à Frostgrave ne jouent pas dans l'univers proposé. Moi, le premier, quand je joue à Frostgrave, je joue pas une bande d'aventuriers qui va explorer Felstad pour récupérer des artefacts. Je joue une bande d'aventuriers qui explore une ruine en ville. Une ruine en ville. Une ville en ruine. Voilà, une bande d'aventuriers qui explore avec un petit arrière-goût de Mordheim, par exemple. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est du jeu d'escarmouche. Je peux monter sur des décors, je peux sauter, je peux explorer des bâtiments, etc. et avoir une table très chargée en décors, sur une surface assez petite et tout. Et c'est quelque chose auquel Frostgrave répond super bien. Et pourtant, je ne joue pas avec des socles enneigés, je ne joue pas avec des décors pris dans la glace, etc. Mais Frostgrave, en fait, permet à la fois quelque chose qui est très narratif, et en même temps qui est très libre. Et c'est arrivé plus d'une fois où, pendant un lancer de dés de monstre errant, t'as pas le monstre qui correspond tout à fait, et ça j'y travaille pour ne plus me retrouver dans cette situation, mais en fait tu vas trouver un monstre qui va correspondre. Par exemple, on tombe très souvent sur le ver géant, j'ai pas de ver géant, il va falloir que je résolve ce problème bientôt. Si vous avez des conseils sur des figurines de ver géant assez cool, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bah, j'ai un serpent géant, souvent on joue le serpent géant, du coup le serpent qui vient de Conan, on le joue pour le ver géant. Mais voilà. Mais du coup voilà. Il y a vraiment ce côté jeu de rôle en fait de je vais faire mon mage. Alors la création de la fiche du mage c'est 80% de la création de votre bande. Votre mage il va avoir des sorts, il a son école de magie principale parmi 8. Il a une école de magie secondaire qui est une école alliée à son école principale. Il peut choisir ensuite 2 autres écoles, machin, mais il a des écoles interdites par rapport à son école principale, etc. Enfin, il y a tout un système comme ça, donc la création de votre mage, ça va être 80% de la création de votre bande, c'est ce qu'il y a de plus long et de plus compliqué. Et pourtant, c'est pas super compliqué quand on voit d'autres jeux qui demandent de faire des intermèdes, il n'y a pas besoin d'army builder ou quoi pour ça. Ensuite, vous avez le choix d'investir
Dans un apprenti, alors mon conseil perso, c'est prenez toujours un apprenti. Prenez-le toujours, ne vous en passez pas. L'apprenti, c'est une version moins forte de votre mage. En fait, c'est une copie, mais qui a -2 dans les caracs par rapport à votre mage. Tout simplement. Prenez-le parce que il y a une phase de jeu qui est centrée sur l'apprenti, et c'est votre seule autre source de sorts. Et il connaît les mêmes sorts que votre mage. Mais il les lance moins bien. Et ensuite, vous allez recruter jusqu'à avoir 10 figurines en tout. Voilà. Sachant que vous avez des personnages qui sont payants, et ça c'est la petite nouveauté de Frostgrave V2, vous avez des personnages qui sont gratuits, mais vous ne pouvez pas dépasser 10. C'est 10 figurines en tout. Donc si vous investisez votre budget dans des gros tons, etc. tout de suite, voilà, on a un petit budget de départ pour créer la bande, si vous dépensez tout et vous vous retrouvez avec 4 figurines, d'office vous avez des figurines gratuites pour compléter, mais qui ne sont pas fortes. Voilà, mais vous aurez toujours 10 figurines du coup. C'est un jeu qui est très simple, hein, il y a quelques caractéristiques, je crois qu'il y en a 4, si je dis pas de bêtises, on va juste revoir un coup. Donc très peu de caractéristiques en fait. Ça permet d'avoir un jeu qui est fluide et qui va vite, et le jeu se résout avec des lancers de D20. Donc là, encore une fois, on revient dans quelque chose de très jeu de rôle. Alors, personnellement, chacun voit midi à sa porte, je préfère lancer 2d10. Je trouve que c'est beaucoup plus stable en termes de résumé. Je viens de lire résumé des règles, en fait, dans le truc. Je trouve que c'est beaucoup plus stable en termes de résultats. C'est un peu moins soumis aux grands écarts de hasard. Hein. Entre le 1 et le 20, voilà, quand tu jettes 2d10, bon, tu vas être plutôt t'as plus de chances d'être proche de la moyenne. Du coup, tes valeurs fixes ont plus d'impact. Voilà. Donc comment ça s'appelle ? Les caractéristiques, il y a le mouvement, ça se joue en pouces. Combien de pouces on avance ? 6, 8, parfois 10, mais c'est super rare. Voilà. Il y en a même qui descendent à 5. Voilà. Je pensais que ça commençait à 6, mais non, il y en a à 5. Combat, c'est un plus ou un moins. En fait, les caractéristiques, en dehors du mouvement, ça va souvent être plus et moins. C'est la valeur fixe que tu ajoutes au résultat du dé. Donc combat, j'ai plus 2. Si j'ai plus 2 en combat, je jette mon dé, j'ai fait 14, plus 2, ça fait 16. Voilà. Mon résultat, c'est 16. Le tir, pareil, j'ai une valeur de tir. L'armure, c'est une valeur fixe, c'est pas un plus. C'est une valeur qui dépend de votre équipement. Armure moyenne, c'est 10. On va taper dans des armures lourdes à 12-13. Et on va taper dans des trucs très légers ou tout nus, s'ils ont 9, 8. Voilà. Mais de base, tous vos personnages, ils ont armure 10, en fait. Et vous allez pouvoir les augmenter avec des équipements. La volonté, ça va être pour des tests beaucoup basés sur la magie, etc. Donc pareil, c'est 1, plus 1, moins 1, etc. Et la santé, c'est le nombre de points de vie. Tout simplement. C'est hyper facile. Il y a des coûts. Donc comme je disais, là j'ai le tableau des soldats qu'on peut recruter. Voilà, donc on va pouvoir recruter en fait jusqu'à 4 soldats. Donc faisons un petit peu les choses dans l'ordre. J'ai fait mon mage, j'ai choisi l'ensemble de ces sorts. Il y a beaucoup de sorts à choisir, donc c'est vraiment un petit truc à combo là qu'on va faire un peu sympa. Et c'est déjà très narratif en fait. C'est-à-dire que si je joue un nécromancien, j'aurai pas accès à certains sorts parce que j'ai choisi un nécromancie. Mais je vais avoir accès à d'autres. Enfin voilà. Je fais mon mage avec tous ces sorts. Mon apprenti, copie carbone de mon mage, mais avec de moins bonnes caracs. Et ensuite les soldats. Donc je peux recruter jusqu'à 8 soldats. Et 4 maximum d'entre eux peuvent être des spécialistes. Alors les spécialistes, ils coûtent cher, mais ils sont très forts. On va commencer par les spécialistes parce que c'est un peu ce qui donne toute la saveur, je trouve, d'une bande. Voilà. Donc les spécialistes, on va avoir l'archer, spécialisé en tir, il tire très bien. L'arbalétrier, pareil. Voilà. Le chasseur de trésors. Chasseur de trésors, c'est une sorte de voleur. C'est un mec qui bouge vite, qui est assez léger, un peu explorateur, et qui peut récupérer des trésors assez facilement. On va voir le chasseur. Le chasseur, pareil, c'est un mec qui bouge assez vite, qui est peut-être un peu moins fort en combat que le chasseur de trésors, mais qui va avoir en fait qui va avoir un équipement de tir qui est assez sympa. Qui est un peu mix tir corps à corps en fait, le chasseur. Le chevalier, il va être en armure, épée et bouclier, ou une autre arme, hein, si vous voulez mettre une lance, une hache ou quoi, machin, arme de base, c'est très générique dans le jeu. Tandis que le templier va être en armure lourde mais avec une arme à 2 mains. Donc un truc beaucoup plus badass. Voilà. Mais en gros, c'est 2 archétypes qui se ressemblent beaucoup. Le ranger, spécialiste du tir, du mouvement, etc.
Le barbare qui tape comme un sourd, mais qui est pas bien protégé, mais il est super, super balèze. Et le tireur d'élite qui est vraiment le super, super arbalétrier, quoi, tu vois, qui tape dans l'œil et tout, machin. Et en fait, on va avoir les soldats, soldats de base qui vont être à côté, qui vont être des archétypes beaucoup moins forts, beaucoup moins chers aussi. Hein. C'est-à-dire que, là, je vous dis, par exemple, le barbare, c'est 125 couronnes, sachant qu'on a un budget de 500 pour toute la bande, pour 10 figurines. 125, ça... voilà. Donc on va avoir le brigand et le voleur, qui sont vraiment les trucs de base. Le voleur, il est pas fort, il bouge vite. Le brigand, il bouge pas vite, il est un peu plus fort, on va dire. Ceux-là sont gratuits. Brigand et voleur, c'est des trucs qui sont gratuits, tu complètes ta bande pour être à 10 figurines de toute façon. Enfin, je dis 10 parce que je pars du principe que tu prends l'apprenti. Il faut le prendre. On a des chiens de guerre, ça c'est sympa. Tu peux être. Alors, ces chiens de guerre, pareil, dans cette optique de on joue ce qu'on veut, qui n'est pas forcément le truc voulu à la base, mais qui est très lié en fait maintenant à l'image que porte Frostgrave. Le chien de guerre, ça va être un animal de compagnie, en fait. Donc ça peut être des chats de guerre, ça peut être des pumas, des panthères, des ours, voilà, des trucs comme ça. Ça coûte pas très cher, tu vois, un chien de guerre, c'est 10 couronnes. Par rapport aux 175 du barbare, voilà. Dans des fantassins, c'est celui qui a une arme à deux mains. L'homme d'arme, c'est celui qui a arme de base bouclier. Et l'apothicaire, qui peut soigner. Lui va avoir un bâton, il a une potion de soin. Donc ton apothicaire, au départ, il est pas très fort, il va soigner une fois dans la partie au contact, machin, donc c'est pas super fort. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de tireur dans les trucs de base. Donc si tu veux des tireurs, ça part déjà dans tes spécialistes et t'es limité à 4. C'est ça qui est très important. Voilà. Les caractéristiques sont super simples. Comment on joue? Quand tu attaques, tu fais ton jet contre l'attaque adverse. Celui qui fait le plus va mettre les dégâts. Et les dégâts, c'est la valeur du dé que tu as lancé. Tu ne le relances pas, c'est la valeur que tu as obtenue. Moins l'armure adverse, et c'est le nombre de blessures qu'il prend. C'est super simple. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai pris juste avant, j'ai fait 14, j'ai 2 en combat, ça me fait 16. Mettons que l'adversaire a fait 12, je le bats, j'ai fait plus que lui, donc je gagne le combat. Mon 16 est plus haut que son armure, mettons il avait une grosse armure, il avait 12 d'armure, donc je lui inflige des dommages, 16 moins 12, ça fait 4, il perd 4 points de vie. Voilà. C'est super simple, c'est super facile. Les sorts pareil, ça te dit comment tu lances ton sort, enfin tu as une valeur de lancement de sort qui est liée à ton mage, tu jettes un dé, tu ajoutes des bonus, des malus, etc. Et est-ce que tu as atteint ou dépassé la valeur de sort? Si oui, il est lancé, sinon c'est raté. Sachant que le mage va pouvoir amplifier, enfin se concentrer en prenant des dommages pour réussir à lancer le sort quand même. Donc il va se prendre un dégât par point manquant pour que le sort passe quand même. Donc si tu veux que ton sort passe absolument, c'est faisable, mais tu vas prendre des dommages. Voilà. Et Frostgrave, comme je dis, c'est un jeu à scénario. Donc en fait, il va y avoir des trésors qui vont être posés sur la table. Et pour gagner la partie, c'est simple, il faut avoir le plus de trésors. Donc tu as des pions sur la table, tu sais pas encore ce que c'est, quand tu les prends, tu as des malus de mouvement, tu peux en porter qu'un à la fois, etc. Mais à partir du moment où un personnage a un pion trésor, il a le droit de quitter la table. Donc ça va être ton truc, tu vas essayer de te barrer avec les pions trésors. Et quand il n'y a plus de pions trésors sur la table, la partie s'arrête. Voilà, tout simplement. Après, certains scénarios ont des objectifs spécifiques, etc. Donc là, ce sera plus une question de pion trésor, il y aura peut-être autre chose. Mais voilà. Et à la fin de la partie, pour chaque pion trésor, tu vas lancer un dé pour savoir ce que c'est. Ça peut être des potions, des parchemins, des artefacts, juste de l'or, des bouquins, voilà. T'as plein de tableaux, c'est très jeu de rôle justement sur cette partie, très découverte du butin, qui est très sympa. Et en fait, on va pouvoir investir cet or pour acheter ou remplacer des hommes d'armes. C'est-à-dire, moi j'ai un brigand depuis le début, c'est un peu nul, maintenant j'ai de la thune, tu vois, dans un coffre j'ai trouvé 150 couronnes, je vire un de mes brigands, et puis je mets un barbare à la place. Et c'est là que je trouve ça vraiment intéressant aussi, c'est-à-dire que, en termes de règles, si tu vires un mec nul, et tu mets un mec fort à la place, en fait, en termes de narration, tu peux dire que tu as fait évoluer, que c'est ton mec qui a évolué, tu vois. C'est-à-dire que je joue Joe le brigand depuis le début, il a fait 3 parties, il a survécu à chaque fois et tout machin, à la 4e, je l'efface de ma fiche, je mets un barbare à la place, c'est Joe qui a pris du muscle, quoi. Et Joe le brigand, maintenant on l'appelle Joe le barbare, quoi. Voilà.
Et je peux garder la même figurine si elle correspond en termes d'esthétique, etc. Et si elle me convient. Voilà. Ou alors faire une nouvelle figurine de Joe, encore plus balèze qu'avant, avec des gros muscles. Même tête, gros muscles. Mais voilà, donc c'est un jeu qui offre pas mal de liberté, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en même temps qui a une narration très profonde. Et en fait, je me vois très bien jouer les campagnes officielles de Frostgrave, sans avoir besoin d'être dans une ville en ruine sous la neige. Donc moi j'ai ma ville, j'ai mon projet de Cicérheim, voilà, de ville perdue dans le temps, perdu dans l'espace et le temps. Voilà. Donc ça peut prendre là. Il y a plein de trucs super cool. Je dirais le gros défaut qu'il y aurait pour moi dans ce jeu, et surtout dans la deuxième édition encore plus que dans la première, je trouve, c'est la demande de matériel à côté. Alors je m'explique. On te propose un jeu où on dit, c'est un jeu où tu as besoin de 10 figurines pour jouer, tu prends ce que tu veux comme figurine, il te faut un mage son apprenti et 8 figurines selon leurs équipements, ça colle. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de faction et tout, donc même tu joues ce que tu as envie, tu peux jouer des elfes, des gobelins mélangés si tu veux et tout, il n'y a pas de modification de caractéristiques parce que tu es un elfe ou parce que tu es un orc, on s'en bat les steaks. Et c'est parti, on joue. C'est pas tout à fait vrai. Déjà, il faut beaucoup de décors. Bon, ça, moi j'adore les décors, donc c'est cool. Faut les pions trésors, faut pas mal de pions objectifs, des trucs comme ça. Bon, oui, allez, ça se fait et tout, c'est chouette. En fait, selon les scénarios, il va y avoir besoin de beaucoup de monstres spécifiques, et il va y avoir besoin de décors spécifiques pour pas mal de scénarios. Ça, c'est un truc qui m'a bloqué pas mal de fois, parce que tu vois, tu commences une partie, tu jettes au dé pour savoir quel scénar tu fais. Alors, poser une bibliothèque de 2 pouces par 1 pouce tous les 8 cm jusqu'à ce que vous ayez 22 bibliothèques sur la table. Ah, bon. J'ai pas les décors qu'il faut. On relance le dé, on fait un autre truc. Donc voilà, donc le projet, notamment avec tout ce projet, voilà. Le projet de salle de jeu ici dans les Vosges, pouvant accueillir, etc. Couplé à un gîte, etc. pour pouvoir dormir sur place, passer des week-ends entiers à jouer et tout. C'est aussi on va prendre le petit bouquin Frostgrave dans un premier temps, et on va faire tous les PNJ et tous les décors nécessaires pour jouer les différents scénars du bouquin. Voilà. Ça, c'est un projet qui est en cours. Mais voilà, Frostgrave, c'est super chouette, je vous invite à y jouer. Et Frostgrave, il n'est pas tout seul. Il y a plein d'extensions, je ne les ai même pas toutes. Le compendium, c'est des trucs qui étaient sortis, des scénars, il y a une mini-campagne, voilà, à la poursuite du golem, épée allouée qui introduit les capitaines qui vont être des soldats qui peuvent gagner de l'expérience. Voilà, donc ça c'est... le compendium, c'est une des premières extensions qui est plein d'articles et de mini-extensions qui étaient sortis pour Frostgrave. C'est super cool, le capitaine est un des meilleurs combattant à avoir dans votre bande. Si vous aimez faire évoluer vos personnages, il est indispensable. Et la poursuite du golem est un micro-scénar, je crois que c'est 3 parties, qui est super sympa. Pas de t'oublier, ça va être pour jouer en dehors de la ville. Et là, on va introduire des nouveaux archétypes qui vont être les peuples barbares. Peuples sauvages qui vivent à l'extérieur de la cité, et du coup on peut faire des bandes entières de barbares avec des chamans, des choses comme ça et tout, et pas mal de démons qui peuvent popper. Dans la fosse, ça va être dans les souterrains, donc là on va descendre dans les souterrains, on va avoir pas mal de gnolls qui vont débarquer, et on peut, voilà, nouveaux soldats, on a des experts en pièges, combattants des tunnels, on a une campagne donc dans les galeries souterraines, on a des règles de pièges, on a des nouvelles magies, et les gnolls sont jouables. Voilà, donc ça c'est cool. Le conclave des mages, alors conclave des mages, si je dis pas de bêtises, c'est un des plus grands noms. Voilà, c'est plein d'auteurs différents qui font chacun un scénar ou une mini-campagne pour Frostgrave. Notamment, il y a Alex Buchel de Suyo Tomahawk qui est dedans. Vous avez retrouvé Andy Chambers, Gavin Thorpe, etc. Donc il y a plein de super grands noms du monde de la figurine qui vous proposent des petites extensions, enfin des petits trucs à rajouter à votre Frostgrave. Ça, c'est génial, c'est vraiment excellent. C'est une sorte de best-of écrit par les meilleurs... par les grands noms du jeu de figurines actuel.
Labyrinthe de Malcor, c'est une campagne dans un labyrinthe d'un mage fou qui essaie de revenir à la vie et qui va essayer de vous manipuler pour revenir lui-même et tout. Mais il y a plein de trésors à aller chercher, donc c'est quand même tentant d'y aller. Et je crois que c'était la première campagne, le Réveil du Seigneur Lich, pardon. Le Réveil du Seigneur Lich, c'est une campagne pour empêcher une liche de revenir, donc une campagne avec plein de morts vivants, et qui vous donne la possibilité à vous de jouer aussi une liche. En fait, vous pouvez jouer un nécromancien qui va avoir un sort qui va être le moment où il essaie de devenir une liche. Il va lui falloir pas mal de bonus pour y arriver, qu'il va pouvoir récupérer au fil de la campagne. S'il y arrive, il devient une liche et il est surpuissant. S'il n'y arrive pas, il meurt, c'est fini, quoi. Donc voilà. Et j'ai pas tout parce que il me manque quoi là? Il me manque Danger dans les ténèbres. Non, je sais plus comment ça s'appelle, Perilous Dark en anglais, qui est le jeu qui est la version pour jouer en solo, une campagne solo coop qu'on peut jouer, qui est en fait la base de Ranger of Shadow Deep, dont on parlera une autre fois. Et puis les nouvelles extensions qui sont sorties avec la V2, notamment le Roi Écarlate, qui est une campagne avec des démons. Qui est assez cool, et là il y a une campagne qui va arriver tout bientôt encore, donc voilà, je vous invite à suivre l'actualité de Frostgrave sur le site de Studio Tomahawk, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour vous présenter un nouveau jeu.